artificielle. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, si vous en avez entendu parler certainement, dans certains pays européens comme tels, où l'on a, dans les écoles nordiques plus particulièrement, on a demandé aux élèves de ne plus apporter soit ordinateur, soit iPad, téléphone cellulaire, bref, on a exclu tous ces appareils-là, modernes, pratiques, pour permettre aux étudiants de se concentrer et de travailler uniquement de façon mécanique. Nous nous sommes posé cette question, pourquoi un pays européen pourrait-il prendre une telle décision alors qu'en Amérique du Nord comme telle, même au sein des universités, on fait des examens aujourd'hui avec l'ordinateur. On ne peut pas sortir d'une université sans savoir utiliser en tout cas un ordinateur. Madame Hernandez, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence à l'émission. L'intelligence artificielle, vous êtes quand même si vous ne le prétendez pas, mais vous êtes une experte quand même dans ce domaine-là. Vous avez fait votre maîtrise dans ce domaine-là. Avant d'aller plus loin, on vous a déjà reçu à l'émission ici, ce n'est pas la première fois. Nous allons quand même vous demander de vous représenter, en fait, pour permettre à notre nouveau public de bien vous saisir. Qui êtes-vous exactement? Moi, je suis directrice des opérations de l'Institut ludopédagogique du Québec. Et petite introduction, l'Institut ludopédagogique du Québec a comme objectif de développer des programmes qui vont agir dans la performance de l'apprentissage et dans la performance au travail. La performance de l'apprentissage, la performance au travail. Oui. Okay. Je vais revenir maintenant sur le concept même. Je ne sais pas si on peut appeler ça un concept. L'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous la définissez? Comment est-ce que vous l'expliquez? Pour moi, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une intelligence en tant que telle. Ce sont des algorithmes, ce sont des données analysées par un ordinateur, un groupe d'ordinateurs qui vont, selon ce qu'on lui demande, agir ici et là pour améliorer la performance humaine, pour accompagner l'humain. Vous dites bien pour accompagner l'humain. Oui, pour accompagner. Améliorer sa performance. Oui. Mais non pas contrôler l'humain. En tout cas, si c'est ça... Le dépasser même. Oui, on peut, ça dépend de ce qu'on lui demande à l'intelligence artificielle de faire. Oui, si vous faites un programme pour être performant, améliorer votre façon de conduire votre voiture, mais le programme va vous aider à ça. Et si vous faites un programme pour contrôler les êtres humains, ça peut se faire aussi. Mais je pense que ce n'est pas ça l'objectif que nous recherchons tous collectivement comme humanité avec ces rapports avec l'intelligence artificielle. Collectivement, que recherchons-nous exactement? Collectivement, on cherche une meilleure qualité de vie, on cherche la diminution des risques nécessaires, par exemple, dans des zones de guerre, de conflits, on utilise l'intelligence artificielle, on peut l'utiliser pour minimiser les pertes humaines, pour minimiser les risques, on les utilise aussi dans les mines, dans des zones dangereuses, dans le traitement des produits chimiques qui sont dangereux. On les utilise pour être plus précis dans les opérations, par exemple. Les médecins actuellement vont s'outiller pour avoir des analyses qui sont performantes et qui sont données par l'intelligence artificielle. Alors, comment expliquez-vous cette réticence de plus en plus des scientifiques quand même qui s'interrogent, qui se posent de plus en plus cette question, l'intelligence artificielle, jusqu'où ça va nous conduire? Au point que des pays nordiques, Danemark ou Suède, je ne sais plus, qui ont décidé que voilà, dans les écoles, plus question d'utiliser tous ces appareils-là. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Mais je suis tout à fait d'accord. Ah bon, vous êtes d'accord? Et oui, pourquoi? Tout à fait d'accord, parce que, vous savez, le président Macron a demandé un rapport à Boris Cyrulnik sur les 1000 premiers jours de naissance. À partir de la naissance, les 1000 premiers jours, comment on devrait
éduquer comment on devrait prendre soin du nouveau-né. Oui. Et les 1000 premiers jours, dites-vous. Les 1000 premiers jours. Oui. Pourquoi 1000 premiers jours? Parce que c'est là où la base de ce que l'être humain va devenir se forge. OK. Alors, Boris Cyrulnik a dit, avant 3 ans, 0 écran. 0 écran. Avant 3 ans. Pourquoi? Parce que l'enfant, parce que la personne, en fait retient, c'est ça? Parce que c'est pas d'abord les ondes qui génèrent souvent ces appareils. Ces appareils avec les réseaux, la mise en réseau, ça peut être un iPad ou un téléphone cellulaire. C'est pas bon pour le développement du cerveau. Mais deuxièmement, ça fait déjà 2 ou 3 décennies que les Nations Unies avaient déclaré que toute une génération était vraiment un peu manquée, dans le sens que chaque minute qu'un jeune, un enfant passe devant l'écran, il retarde de 2 minutes son développement. Ça a été prouvé scientifiquement? Ça, c'est les Nations Unies qui le Alors, comment expliquez-vous que les parents, aujourd'hui, c'est devenu comme quasiment normal, les enfants ont leur iPad, ils jouent avec, c'est la gardienne. Ils font leurs jeux, ils font tout avec ça, finalement. Ils chantent même avec ça. Pour les jeux, je suis d'accord. Il y a des jeux très performants qui peuvent animer à développer plusieurs capacités humaines. Pour les jeux qui sont vraiment des jeux dont le but est l'apprentissage. Et justement l'apprentissage. Oui. Et puis d'ailleurs, on a constaté que l'on apprend plus facilement en jouant, en chantant, que l'on va retenir plus facilement certaines choses en chantant. On n'a pas l'impression de faire l'effort d'apprendre. Oui, c'est vrai que quand on joue, d'abord, avant de jouer, on choisit un jeu qui nous plaît, n'est-ce pas? Oui. On choisit un jeu par rapport à nos compétences, par rapport à notre champ d'intérêt. Déjà, en partant, on est déjà intéressé un peu dans ces jeux-là, peu importe que ce soit des jeux de hasard, que ce soit un jeu avec une balle de soccer ou peu importe, c'est déjà choisi. Quand on laisse de jouer à côté des enfants, l'enfant va choisir ce qui est son intérêt. Oui, oui. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, déjà dans les années 70, on parlait d'un écart entre les pays développés et les pays que l'on a appelés sous-développés, ce que certains experts ont appelé les pays du centre et les pays de la périphérie. Et là, je cite Samir Amin, qui à l'époque, dans ses ouvrages, disait cela. Mais avec l'intelligence artificielle, ne craignons-nous pas, je dis nous pas, que justement cet écart soit encore beaucoup plus grand entre les pays riches, les pays développés et les pays pauvres, d'après vous? D'après moi, oui. 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 Mais il y a quand même un petit espoir, parce que aussi l'accès au savoir, c'est devenu très démocratisé. Aujourd'hui, on peut étudier à distance et il y a même des programmes gratuits dans les universités aussi prestigieuses que Harvard. Alors, tout le monde peut étudier, tout le monde peut apprendre. Il n'y a pas de limite. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse pour dire que je ne sais pas. Impossible. À mon avis, non. Si quelqu'un qui veut savoir, il peut savoir. Il peut apprendre. Parce que l'Internet est rempli de documents, de recherches, de toutes sortes. Bien sûr, ce n'est pas la même chose que d'aller à l'école avec une méthodologie bien préparée, avec des objectifs très précis, mais il y a, de tous les temps, il y a eu des personnes autodidactes. Donc on peut dire qu'avec les ordinateurs, les gens sont censés être un peu plus intelligents, un peu plus, en fait, connaître plus des choses. Mais déjà, avec les ordinateurs, notre curiosité est vite encadrée, parce qu'on voit une nouvelle, on voit un mot qu'on ne comprend pas, on le cherche tout de suite sur notre téléphone ou notre iPad, et pour savoir davantage sur ces mots-là, on voit une nouvelle, on s'intéresse par exemple à une chanson qui vient de sortir, et on peut la trouver sur YouTube. Donc c'est très facile quand on est proactif d'aller chercher l'information.
Dites-moi, aujourd'hui tout le monde parle d'intelligence artificielle. Lorsque nous avons commencé notre interview, je vous ai mentionné le fait que la crainte même du fait que l'homme avec l'intelligence artificielle, vous me parliez tantôt d'algorithmes, mais l'homme avec les mathématiques, en fait, tout le monde sait que c'est un langage chiffré, pardon. Ouais. Contrairement, on le chiffre et on peut le coder. Ouais. Mais il est chiffré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Contrairement au langage normal avec des lettres, Ouais. comme tel. Ma question ici, c'est que comment est-ce que l'homme, avec le temps, avec les mathématiques, puisqu'on peut chiffrer, on peut créer un langage que vous dites codé. On peut créer un langage facilement codé. Mais on peut aussi créer des êtres humains. On peut faire parler, faire penser des êtres humains. Je vais plus loin. On peut créer des émotions. Est-ce que ce sont des réels? En fait, on peut créer un être humain quelque part qui réagit, qui pense, qui réfléchit et qui agit et qui nous remplace. J'irai même plus loin. Les femmes peuvent créer des maris. Comme les hommes peuvent créer des femmes qui agissent et qui réagissent. Je vais loin. Je m'arrête là. Allez-y. Je pense que vous allez très très loin. Oui. On peut créer des robots. Les Japonais sont en train déjà de faire ça, de créer des robots qui expriment des émotions. Des robots qui expriment. Qui sont programmés. Oui, mais qui ne ressentent pas les émotions, qui expriment. Oui, oui, exactement. Ma crainte, est-ce qu'on ne peut pas arriver un jour à faire ressentir des émotions par les mathématiques, justement, à une machine? Mais c'est une façon la machine va décoder ce que je ressens et la machine va, parce que pour moi un robot c'est une machine évidemment. Bien sûr. Et le robot va décoder ce que je ressens et il va réagir en conséquence. Il est en fait carrément programmé de toutes les façons. Exactement. Alors, ma crainte ici, est-ce qu'on ne craint pas qu'un jour, je rêve, encore une fois, que les machines nous dirigent, contrôlent le monde? Et quand on parle des conflits armés comme tels dans le monde? Moi, je pense que justement, c'est là où on doit... ça, c'est une crainte vieille comme le monde. Mais c'est là où on doit se poser la question, nous, comme êtres humains, où est-ce qu'on veut aller aussi? Parce qu'il faut qu'on développe nos capacités. Au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire régulièrement, nous savons aujourd'hui qu'il y a des êtres humains qui sont capables aussi de lire, de faire des lectures à distance. Et dans les années 90, un grand scientifique mexicain qui a disparu mystérieusement, Jacobo Greenberg, parlait du potentiel transféré. Lui, il avait créé l'Institut national pour l'étude de la conscience. Potentiel transféré, expliquez-moi. Le potentiel transféré, selon Jacobo Greenberg, était des connaissances qui pouvaient se partager entre êtres humains, comme des maîtres dans le chamanisme mexicain, et bon, dans le chamanisme qui existe un peu partout dans le monde. Les chamans choisissent ses élèves et selon Jacobo Greenberg, qui a étudié les phénomènes, les chamans peuvent passer, comme c'était un cassette, un disquette ou un clé USB, passer de l'information à son élève qui a choisi de les rendre, par exemple, son successeur ou de les rendre à son niveau. Donc, je pense qu'il ne faut pas penser de tout ça que c'est du charlatanisme. C'est seulement des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, qu'on devrait s'intéresser davantage à connaître. Mais justement, pourquoi? Pourquoi est-ce que l'on devrait en fait s'intéresser à ce genre de choses? Ça ne fait pas peur, non? Quelque part? Ça peut faire peur, oui, mais il faut surpasser la peur parce que les machines aussi nous font peur. L'être humain a ce qu'on appelle en plus, nous sommes des humains. Quand on dit humain, nous avons la sensibilité. Et nous avons aussi, en fait, les émotions, les vraies. Quand on est triste, on va les exprimer d'une manière ou d'une autre. Les larmes coulent, des choses comme ça. Quand on est content, on va sourire, on va montrer nos dents. Alors que les animaux, quand ils montrent les dents, c'est parce qu'ils sont peut-être fâchés. Nous, c'est plutôt l'inverse. Comme être humain. Ici, pour des jeunes qui nous suivent, qui regardent cette émission ce soir, madame,
Qu'est-ce que vous leur conseillez dans le domaine de l'intelligence artificielle? Je pose ma question directement. Est-ce que vous leur suggérez sincèrement de s'intéresser vraiment, de pousser ce domaine-là très loin? Oui, mais... Et pourquoi? Oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est le travail de demain, c'est l'avenir. Demain, on va fonctionner comme ça, on ne fera pas marche arrière. Mais d'autre part, moi, je suggérerais aux jeunes, pour être performant, il faut être branché avec soi-même. Il faut se connaître. Il faut se connaître. Il faut se connaître. Il faut, parce que les dangers des appareils, des machines et tout ça, c'est que tellement notre attention est focusée sur l'écran qu'on oublie soi-même. Qu'est-ce que je ressens? De sentir ce que ma peau touche, ce que mon odorat ressent, ce que ma vue regarde, ça c'est important. Et on l'a oublié. On a oublié de bien respirer, on a oublié de bien se tenir. C'est très important tout ça? Ah, c'est fondamental. L'attention est basée sur la respiration. La respiration a un lien très étroit avec l'attention. Et l'attention est à la base de l'apprentissage et à la base du caractère et à la base même, je peux dire, même de l'éthique. Parce qu'un jeune qui est capable, une personne qui est capable de focuser son attention, sachant que ceci n'est pas bon, mais je vais regarder ailleurs. Mais si je continue et je ne suis pas capable de me contrôler, je vais continuer à penser à cette chose qui n'est pas bonne pour moi et je vais finir par aller la chercher. Donc l'attention est très très importante aujourd'hui. Il faut que les jeunes sachent dire oui, je rentre sur l'Internet, je vais chercher telle information et après je vais aller me coucher, mais le faire pour vrai. Mais le faire pour vrai, 20 minutes, 30 minutes, c'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est de ne pas dormir parce qu'on est branché sur l'Internet et on n'arrive pas à se débrancher. Bien, voilà, c'est déjà tout le temps, Madame Hernandez, qu'en fait nous avions pour cette interview. Je dois vous dire merci sincèrement de nous avoir accordé cette interview portant justement sur l'intelligence artificielle. Merci encore une fois. Merci Henri, j'espère qu'on a pu humblement répondre un peu aux préoccupations. Bien sûr, et ce n'est pas la toute dernière fois, on va vous réinviter pour parler encore une fois de ce sujet. Merci encore une fois. Merci. Et voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Nous espérons que vous avez aimé. Je vous dis, quant à moi, un grand merci au nom de toute l'équipe. Ici, Henri Ngaka, au revoir et gardez le sourire.